Une bande de colons n'est pas une insulte, du point de vue de mon intention. En intitulant mon livre ainsi, j'ai voulu, d'abord m'intéresser à, disons, un objet démographique et descriptif nous concernant, à savoir que le Canada, du point de vue de sa population, peut se présenter comme une bande géographique longeant la frontière américaine, puis le Saint-Laurent, constituée de ce que nous sommes historiquement, c'est-à-dire des colons. Donc le Canada, comme d'un point de vue démographique, c'est comme un Chili à l'horizontale, qui se présente comme une série de communautés comme ça longeant une frontière. Euh, Ma surprise en travaillant sur cette question-là, c'est de voir que les colons que nous sommes euh, se trouvent à fort mal prendre conscience de leur statut. En- euh, être Le mot colon est celui qui nous définit le mieux et dans notre historiographie, c'est un de ceux qui est le moins défini, le moins bien défini. Être colon, c'est être ni colonisateur ni colonisé, être entre les deux. Et cette position-là, on ne l'a pas pensée dans l'histoire. On s'est toujours vu d'un côté ou de l'autre, surtout dans le mouvement indépendantiste québécois dans les années 1960-70, où très rapidement, cette dichotomie colonisateur-colonisé est apparue dans le discours pour penser un rapport historique entre francophones et anglophones. C'était procédé ainsi en empruntant des catégories au mouvement anticolonialiste, là, notamment la pensée d'Albert Memmi, plaquer sur notre réalité des termes, des notions, des concepts qui n'étaient pas tout à fait adaptés. Euh, Pourquoi? Parce que déjà, en pensant strictement en termes de colonisateurs et colonisés, dans ce tandem-là, on ne se voit pas nous-mêmes et on ne voit pas les peuples d'origine. On se place à la position historique des peuples d'origine et on place dans la catégorie des colonisateurs à peu près tout anglophone, quoi, dans des formalisations très opaques et grossières des choses. Or, si on reprend la nomenclature des classes sociales en fonction de ce qui nous représente le mieux, on comprend que ceux qu'on présente comme étant de la classe moyenne aujourd'hui sont plutôt historiquement, dans notre contexte canadien, des colons. Les colonisateurs, au fond, c'est ceux qu'on appelle aujourd'hui le 1% ou l'oligarchie. Ce sont ceux qui ont façonné la colonie et qui ont fait du Canada ce qu'il est, ce qu'il n'a jamais cessé d'être, c'est-à-dire un régime impérialiste visant à la spoliation de richesses aux fins d'une capitalisation sur des marchés étrangers. C'est ça le Canada. Le projet du Canada, c'est de faire main basse sur les fourrures, sur les céréales, sur les minerais, sur le pétrole, sur l'eau, et de permettre à des acteurs, d'abord sur le mode de société à charte, de monopole soutenu par l'État, puis ensuite sur le mode d'un libre-échange, pour permettre donc à des entrepreneurs de profiter de cet accès à des richesses formidables pour les écouler particulièrement ailleurs, quoi. Bon. Et ces bénéficiaires de l'aventure coloniale sont les colonisateurs qui ont non seulement profité de la colonie, mais qui l'ont façonnée, qui ont élaboré le dessin colonial. Euh, Ce sont, bon, historiquement, les Irving, Molson, McGill, jusqu'à aujourd'hui, les Desmarais, les Irving, quoi. Bon, ce sont ces familles-là et ces entreprises-là, les entreprises dans le domaine pétrolier, dans le domaine céréalier, dans le domaine minier, qui font main basse sur cet énorme Congo de Léopold II réussi qu'est le Canada. Bon. Et à l'autre bout du spectre, ben, il y a les populations qu'on a tuées à petit feu. Ce faisant, qui sont les Premières Nations, qu'il faudra à un moment donné réapprendre à nommer par leur nom, là, les Inuits, les Mi'kmaq, bon, qui, eux, dans différents endroits du territoire, ont été refoulés dans des réserves, surtout après la conquête anglaise, de manière tout à fait claire. Le Canada, qui se présente aujourd'hui comme multiculturel, était d'abord une mosaïque à trois peuples, et qui était ségrégué, qui était catégorisé sur des modes hiérarchiques. Les Britanniques d'une part, les Français de l'autre et les Premières Nations dans des réserves enfin. Et ces peuples-là ont été complètement marginalisés et détruits psychologiquement, spirituellement et sociologiquement par l'entreprise canadienne. Et entre les deux, il y a une bande de colons
Une bande de colons, c'est-à-dire des gens qui se répartissent sur le territoire en tant que petites mains de l'aventure coloniale, en tant que subalternes, en tant qu'exécutants, cherchant un maigre profit, une pitance, un petit avantage, une façon de survivre, souvent en étant contraints, hein, ce n'est pas un choix pour les descendants, hein, mais c'est un statut néanmoins qui est bel et bien le nôtre, hein, en étant en quelque sorte euh, au fond, contraint de négocier des petits avantages sur un territoire très, très vaste en tant qu'on s'y sent strictement comme administré. Hein, nous y sommes administrés. Euh, donc, le colon, c'est celui-là. Et il est assez difficile pour nous d'admettre que tel a été historiquement notre rôle. Et c'est ce qui fait que nous arrivons mal à prendre conscience de ce que nous avons été historiquement parce que nous arrivons mal à prendre conscience de ce phénomène. Nous avons une mauvaise conscience au sens moral. On vit mal ce qu'on a été. Comme on n'est pas fier d'une position qui était peu reluisante, eh bien, on arrive à en prendre conscience sur le plan historico-politique. Et c'est ce qui fait qu'on est en quelque sorte figé dans ce statut d'administré qui n'arrête pas de nous définir. S'affranchir du Canada en le démantelant préférablement, c'est prendre conscience de ce que nous y avons été, de ce que le Canada a fait de nous, classe moyenne. Non, c'est le sujet de mon travail, hein, c'est-à-dire des colons. Comprendre effectivement que ce n'est pas une position aussi enviable, glorieuse, digne et stimulante que celle de citoyens ou d'acteurs, en tout cas démocrates, hein, d'entités politiques nous représentant, nous reflétant où que nous soyons et qui que nous soyons sur un territoire. Et donc, l'occasion nous est donnée en ce 21e siècle chancelant de repenser les ensembles politiques au Canada sur le mode d'expérience républicaine, comme on en a connu dans l'histoire, notamment au titre du Middle Ground au 18e siècle, hein, dans les Grands Lacs, où là, les différents peuples présents sur ce continent élaboraient une forme politique qui leur ressemblait plutôt que d'en subir la trace et l'empreinte depuis des structures extérieures, là, ce qui est encore notre legs aujourd'hui.
Fandine! C'est Jolene! Allô, c'est Jolheureux? Et on est rempli de joie et d'allégresse, chacune dans nos demeures, pour parler de toutes sortes de... Deuxième édition, jeu de toutes sortes de... On est déjà rendu là. Oui, je suis vraiment excitée. C'était notre première participation l'an passé avec notre trio de fanzines. Je pense que tu en as un dans les mains. J'ai Yeah! un tiers de trio. Puis là, cette année, ben en fait, on travaille depuis un bout, là, mais là-dessus, on a toutes sortes de trajets. Fait que là, c'est notre nouvelle thématique 2020. Et c'est un peu une exclusivité parce que là, encore une fois, on fait les choses pas à moitié, mais on sort tout le temps juste des demi. Fait que c'est la première partie de toutes sortes de trajets qui va être en vente pour Exposine et c'est un cahier à colorier. Oui, vous voyez, c'est sur du papier craft, très réutilisation power. Puis ça dessine full bien. On a fait des tests, surtout avec le crayon de bois. Et c'est aussi une reliure artisanale en colle de bois pour faire plus rustique. C'est pas obligé d'être de la colle à bois, là, mais en tout cas, c'est de la colle pour faire comme un bloc-notes. Oui! Et sinon, ben, pour ceux qui n'ont pas connu toutes sortes de la première version, c'est sur la même thématique, là, peu importe nos projets, c'est à la fois le style candide et naïf de Jolheureux dans ses dessins qui est quand même imprégné dans mes mots. Alors, on est des grands enfants et des petits adultes, tout le monde peut en profiter. Et le premier trio était sur le thème des maisons. Oui. Celui que je tiens dans les mains n'est pas disponible à Exposine parce qu'on est fou de même. Et ces maisons maisonnées, Parce qu'ils ils ont trop été trop populaires. C'est Mais ça, si vous voulez, ben, on pourrait vous faire une petite lecture un jour. Ouais, dites-nous-le si ça vous tente. Ouais, exact. Fait que si vous voulez une lecture exclusive d'un fanzine qu'on vend pas à Exposine, n'importe quand. Yeah, c'est une bonne suggestion sur le fly, Jolene. Fait que c'est ça, oui, avec la belle poésie de Jolene, on a fait une belle, pour vrai, une belle collaboration comme à l'habitude. C'est fou le fun de travailler ensemble. Puis là, on a hâte de vous présenter de quoi ça a l'air, celui-là qui est à colorier. Puis on vous donnera des détails sur l'autre dont on ne parle pas tout de suite. Alors, sortez vos crayons à colorier. Voilà! On Exposine. Bye bye. Troisième essai. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Mon nom est Émilie Saint-Thériault, je suis là pour vous parler des éditions des livres et des réfugiés. Je vais vous parler des derniers titres. C'est un éditeur à but non lucratif qui s'auto-distribue. C'est basé à Trois-Rivières et ça a été fondé par Addis Simigia en 2016. Pour faire une histoire courte, la famille d'Addis s'est installée au Québec en 98 après la guerre de Bosnie-Herzégovine et c'est par la lecture que Addis s'est intégré et il a eu envie de partager à son tour par ce moyen-là. Il a fondé sa propre maison d'édition qui compte maintenant 8 titres et 2 en préparation. Donc, Addis est un peu un homme à tout faire. Il édite, il donne des ateliers d'écriture afin de contribuer à l'intégration scolaire et sociale des enfants réfugiés et immigrants ou dans la précarité économique. Donc, publier avec des LDR, c'est vraiment faire les choses à échelle artisanale et même souvent en famille. C'est vraiment une très belle gang. L'organisme est quand même en train de se structurer plus précisément, notamment en se dotant d'un conseil d'administration et d'un conseil de lecture, mais quand même, on fait les choses à échelle humaine. Donc, c'est un éditeur qui s'auto-distribue à Trois-Rivières et à Montréal principalement, mais dans d'autres villes aussi, selon les titres, selon les parutions. Donc, on va porter les livres d'une librairie à l'autre, on se partage les tâches entre auteurs, on visite les événements littéraires. Par exemple, on était à Val-David dernièrement, on a fait des très belles rencontres.
Donc, à propos de la collection, il y a des récits et des romans. Le premier récit était un texte d'Addis lui-même qui a parlé de son expérience, mais le dernier texte qui vient tout juste de paraître s'intitule Testament de François de Vernal. Donc, François de Vernal est un auteur qui s'est établi en Mauricie et qui a fondé l'Association des écrivains de la Mauricie. C'est vraiment chouette de voir des générations d'auteurs qui se répondent comme ça. Dans les parutions récentes, on a aussi 2 romans qui brassent de l'air. Hein. Quand je dis brasser de l'air, c'est parce que ça se passe en voyage. Donc, si vous vous ennuyez de prendre l'avion, c'est parfait. Le récit de Hugues Chabot qui s'intitule Le fil d'Ariane, qui est paru l'an passé. Et ensuite, on a aussi Love Bombing à Joe Jagger de Romenko, qui est paru juste avant le confinement. DLDR a aussi publié des collectifs, dont un qui s'intitule Les âmes crépusculaires et qui est épuisé, comme certains d'entre nous. Mais il y a aussi des ponts à construire. Il reste quelques copies. Vous pouvez aussi faire pression sur Addis pour qu'il réédite, on ne sait jamais. Donc, DLDR fait aussi des trucs un peu plus... essaye et expérimente d'autres choses. Par exemple, ça, c'est un recueil théorique. C'est moi, dans mon autre vie, je suis professeur et j'enseigne la philosophie et j'étais pas satisfaite des ressources didactiques que je trouvais sur le marché. Et donc, je voulais un collectif de plumes féminines et j'ai proposé, est-ce qu'on peut faire un livre un peu do-it-yourself, un peu... plus simplement, et Addis est embarqué dans le projet et on était une belle gang pour faire ça. Donc, ça s'appelle Autre Voix. Dans ce qui s'en vient, il y a aussi un très beau recueil de poésie dans lequel vous allez pouvoir découvrir une jeune autrice de la Mauricie. Je vous garde le suspense pour le moment. Et aussi un très beau livre de photos qui s'intitule Les racines de l'exil, qui est à paraître dans quelques mois. Donc le livre présente en texte et en photo le parcours de 10 femmes et hommes, 10 femmes, 10 hommes de 15 nationalités différentes et qui ont choisi le Québec comme terre d'accueil. C'est vraiment superbe. Voilà, j'espère vous avoir envie de donner envie de découvrir ce que fait DLDR. Vous pouvez aller voir la page Facebook et le site. La page Facebook contient des actualités. J'en profite pour saluer et remercier les autres collaborateurs, auteurs, autrices, bénévoles qui s'impliquent dans le projet DLDR. Donc, longue vie à DLDR et surtout longue vie à l'Exposine. Merci de nous proposer de partager nos nouveautés dans cette édition spéciale et bonne expo à tout le monde. Merci. Grosse Fugue est née d'un désir d'ouvrir une plateforme pour des amis artistes qui écrivaient dans l'ombre, pour l'ombre aussi peut-être, conservant leur travail littéraire caché dans les plis de leur processus artistique. Grosse Fugue publie des artistes et des poètes de la marge de la littérature, celles qui se confondent, luttent et fleurissent dans toutes les plissures de la vie où s'infiltre l'écriture. Son grand-père était goûteur d'eau, euphémisme désignant ceux qui détectaient, en y goûtant, les anomalies dans l'urine d'inconnus. Mon propre arrière-grand-père, que je n'ai vu qu'une fois vivant, avait fini mangeur de péché. C'était un incendie causé par ma tante Mary, qui oublia les frites sur la cuisinière en suivant son roman savon dans le salon, que je retrace mes premiers souvenirs gustatifs. Des frites au sein doux réutilisées, au point d'être élixir condensé d'artériosclérose lipidineuse, dans un petit village du Yorkshire, en Charentaise. Le temps s'occupe de tout. Il s'occupera de toi pour reconstituer le gâteau mangé. Jean-Luc Bonspiel est surtout connu pour être le chanteur du groupe punk mythique des années 80, Vendu mon char. Mais Bonspiel est également un grand poète, qui vous fera rire, réfléchir, différencier le dur du mou en vous palpant l'arrière du cou, vous faire un sandwich en pensant à votre mère, et arrêter de manger la bouche pleine et de vous masturber en écoutant les voisins baiser. Mariana Marcasta is a Brazilian artist who has been developing a performance-based therapeutic research centered on a somatic experience of the voice and sound.
The state of voicelessness is both central to my understanding of the lived experience of Banzo and my point of departure toward an aesthetical clinical practice. It is through voicelessness that the voice distinguishes itself as a place to explore the uniqueness of what occurs between muteness and the word. What I have been asking is how to listen to voicelessness and its sounds that have been scribed and are reverberating in bodies. Discomfort is everywhere. Entire populations are displaced from their properties, families evicted from their land, lives swept out as if they were leftover garbage. Something squeaks inside its throat, an effect of the air loosely touching his vocal cords. No sound is made voice. Nothing can be said, an absent of sound almost absolute if it were not for sudden spitted syllables, whispered through its muted voice, cross-cut in their motion by the imposed hiatus. The air blows and blows, and it does not notice his voice speaking inwards, echoing bottomlessness. It is close to 4 and our lashes are filled with pollen and dirt. I confess, there is no well for us to find. The spring is hidden. They have never found it. As a child I thought if I went looking, perhaps I would be greeted with an apparition, my very own Notre Dame de Lourdes. Greedy little girl, you laughed. Nelly est la plus belle pute de ma chair. Montréal se couvre de ton cadavre. Je mange ton cœur, avec les barbares et les déesses de ta peau. Nos corps trempés si proches, dans le temps et l'avoine du dialogue. Avec toi la lumière s'ouvre à la vie, et le temps qui passe joue avec les muscles de ton langage pur. Je respire ton linceul et te protège de tous les hommes. This is tyranny. It's tyranny. The promise is a lawn, a yielding. Might it be said, huge recklessness is forward. Might it be said, she was a mighty Himalaya, but she was a monster of a tickle. Might it be said, its father's house was as bright as the stars that birthed it. Might it be said, silence, silence in the courtroom. Might it be said, twirling and whirling round. Sometimes it's hard to catch sight of one's delusions. No, that's not quite it. So back to that other thing. This is tyranny. It's Tyrannosaurus. Enormously small, so tiny, and injecting itself into every conversation. Bonjour, je m'appelle Catherine. Bonjour, moi c'est Julien. Puis on est L'Abricot, un studio multidisciplinaire basé à Montréal. On fait de l'impression en risographie et à la letterpress, un petit peu d'édition de fanzine aussi. Et surtout, on édite le magazine pour enfants Gretches, qui est un magazine bilingue publié 3 fois par année et imprimé en risographie. Pour exposer, on vous présente nos 2 plus récents numéros qui portent sur le Nunavik et Gretches est un magazine bilingue français-anglais, mais celui-ci est trilingue, français, anglais et inuktitut.
et il a été réalisé entièrement par des auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices inuits sous la direction de Tomasi Mangiok, qui a été notre rédacteur en chef invité pour ces numéros-là. Donc, on a un numéro 2-4 ans et un numéro 5-10 ans sur le thème du Nunavik. On a aussi les Chacun chez soi, qui sont des journaux collectifs qu'on a fait pendant le confinement au printemps et qui se poursuivent. D'ailleurs, on a une édition en cours ici, ça vous intéresse d'y participer. Vous pouvez aller sur notre page Instagram pour voir les détails. Mais en fait, c'est des journaux qui regroupent des illustrations, des photos et des textes variés sur un thème. Donc, il y a plusieurs numéros. Ils sont toujours imprimés en une seule couleur, en risographie. Et la particularité, est dans le format. Qui est un format en fait plus grand que ce qu'on peut imprimer normalement en riso. Fait qu'on a plié les pages pour les passer dans la machine, ce qui nous permet d'avoir un format plus grand que ce qu'on voit d'habitude. Donc, chaque numéro est sur un thème et compte la participation de personnes variées. En fait, c'est ouvert vraiment à tous et à toutes, peu importe l'âge, la profession et ce que les personnes ont envie de faire, en fait. Donc, il y a différents thèmes qui sont proposés. On a, par exemple, ici, j'ai 2 mètres, faire le point, incertitude, attente. Et celui qu'on est en train de faire, en fait, s'appelle Temps des fêtes. Les participants ont toujours un exemplaire qui leur est posté. Puis sinon, ils sont aussi vendus sur notre site web à très petit prix, en fait. Donc, c'est une belle façon de voir ce que les gens pensent de la condition actuelle. Ouais, en fait, présentation. On se rendait compte que nous, on avait beaucoup de choses à dire sur la situation qui se passe, ou en tout cas, on ressentait beaucoup de choses. On n'était pas les seuls, donc c'est intéressant de voir ce que des personnes de différents horizons ont vécu et comment ils se sont sentis. Donc, c'est un échantillon, en fait, de la situation actuelle qu'on est en train de vivre. Donc, ça, c'est parmi les projets qu'on a. Puis, c'est des projets qui sont en risographie qu'on a imprimé nous-mêmes ici. Alors, merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. La photo, les ailes, le cratère, l'appartement est renversé. Ma maison en barbouillage déchiré s'efface du ciel. Léa a même disparu de l'écran de téléphone. Je prends mes clés, dévale les escaliers, la chaîne du loquet ballotte derrière la porte. À l'extérieur, les 3 petites marches de béton sont plus invitantes qu'un divan de plumes. Je m'assois. L'air frais sur mon visage m'amène dans les profondeurs d'un lac. Je sens les racines pousser dans les entrailles du béton. L'air gonfle ma poitrine. Je m'affaisse le dos droit. Les voitures se suivent à la même vitesse. Les pneus sursautent tous dans la même flaque d'eau. Un nid de poule oublié par les employés de la ville. Le reflet des réverbères est stable malgré les vagues. Le béton froid semble humide sous mes fesses. Une place de stationnement est vide devant les escaliers. La voiture de Léa devrait s'y trouver. Les traces de son départ sont dans les espaces vides. C'est les narines bourrées de mouchoirs que j'arrive à étaler ce qui coagule. Je saigne à ma manière sur le monde. C'est vrai qu'à traverser les regards, personne ne donne l'impression d'avoir retenu quelque chose du passé, même pas moi. Et je ne suis pas ici pour en parler. C'est que l'amertume virale me brûle.
Je l'incarne en éclats verbeux, en expiant le sang, c'est pas le mien, c'est assez drôle. On fait quoi de notre lecture de l'histoire si on agit encore quotidiennement comme des colons débordants, comme des soldats de bonne conscience? Et que le confort et l'idéal de l'opulence est la résine même de l'arborescence banlieusarde. Reste que j'irai marquer vos piscines de mes déjections. En tout cas, je trouve ça de même. Je suis le spectacle, l'animal jeune, l'homme-enfant toujours en révolte. Mon chapeau colonial est plein de marde. Je le renverse sur ma tête en lapant joyeusement mon menton. J'ai toujours aimé les jours de pluie. Quand j'étais plus jeune, il n'y avait rien qui me mettait de meilleure humeur qu'une journée de congé à la température désastreuse. Avec le mauvais temps comme excuse, j'avais tout le loisir de passer l'après-midi enfermé, à m'exercer à des first-person shooters en ligne, à écrire des critiques de disques bourrés de fautes d'orthographe pour enrichir en contenu Pure Fucking Armageddon, le blog à peu près anonyme que je m'étais créé en m'inspirant pour le shock value du titre du premier des mots de Mayhem, ou encore à débattre dans un anglais approximatif avec des forumers de partout dans le monde quant aux caractéristiques contestées opposant le dead grind et le gore grind. Et même quand inévitablement mes parents m'éloignaient de force des écrans, sous des prétextes de santé oculaire toujours nébuleux, j'éprouvais tout autant de plaisir à me retrancher dans ma chambre avec une pile de disques compacts, stores abattus et lumière éteinte à l'exception d'une petite lampe de chevet, enveloppé dans les coups de bass drum frénétiques et les guitares lourdes de mes groupes préférés, crisé par le sentiment d'ainsi participer, même en solitaire, à une sorte de rituel mystique, par lequel je transcendais ma condition. Yeah, should I start? Okay. So hi everyone, or whoever is watching, and thanks to Exposine. My name is Jenny Lynn, and I'm part of B&D Press. So the other person who's involved in B&D Press is Eloisa Kino, who is not here right now. So I'm just going to talk a little bit about our recent zines that we have on the Exposine page right now. So before doing that, B&D Press is a small micro press that's based here in Tiohtià:ke or Montreal. So we've existed since about 2009. We're kind of mostly working on our own projects, but once in a while we collaborate with other queer artists and work on making zines together with them, or in collaboration, or just like work on something in zine format that relates to a project that others are working on. So anyways, like I'm just gonna talk about a couple of zines that, or like zine series, I guess. So one of the recent projects, like one that I'm working on right now, is this series of they're like little meander zines. So like I have these 4 that are on the Exposine website right now. They're kind of like since the pandemic started, I've been drawing and just posting stuff on Instagram as a way of like just kind of keeping busy, or just kind of like processing different things that I'm thinking about or seeing or feeling and so on. But this series is kind of like it's based on like some experiences about like just like it's like about a kind of like a personal relationship with somebody in particular that I kind of want to make peace with. So it's a lot of like drawings in pencil that I make, and I scan them, and then I've kind of put these 4 into like this kind of like, it's called a meander book format. So it's like a
single sheet zine format. Sorry, I get so confused about showing these on Zoom, but you basically just kind of keep opening the zine and then rotating the book so that the images are kind of like right way up. But it opens up to be like a full page, like sort of like this format zine. And I like this format because, like, since I was making these square format little comics, like for Instagram, I felt that they kind of translate really well into this format because you have like the 9-panel, like the series of 9 images that are like the individual panels, and then also in Instagram, like then there'd be space for like the full 9-panel image in one view. So anyways, it's also kind of, I thought of it as like, because the work is really a lot about just like memories that I have of visiting Taiwan, basically, and just like wandering through the different parts of like Taipei or different cities within Taiwan, like Kaohsiung and so on. And then just sort of like having this experience where you're supposed to be like having a good time, and I am having a good time, but then there's like kind of like these unresolved sort of feelings or things kind of that are in the back of my mind all the time, and just yeah, so like I've kind of like made these books in a way that there's like minimal text, but I just wanted to kind of like be able to give a sense of like more of a feeling of being in the place and just exploring and appreciating like a place that I really enjoy and a person who I really care about, but then to kind of like use text in a minimal way so that it evokes more of a feeling and rather than the specificity of the thing. So I end up like redacting a lot of the text. They're kind of like a little bit, I don't know, some of them are kind of really moody, I guess. Just like I end up sort of redacting a lot of the text so that in the end, it's not really so clear what's happening in them, but I guess, yeah, just sort of like focusing on this short story or short kind of feeling, I guess, that gets wrapped up or resolved in one single zine. But I'm thinking of this as a series. So like so far there's like 4 different zines, but there's a lot more comics that I posted on Instagram. Like I can maybe if I do a share screen, or I mean, I guess tell me if it's oh, forget it. Never mind. I'll just do something else then. Okay, so I'm also going to talk about this zine by Eliza. So this is her latest zine, and it's called Therapies. And she is very interested and kind of like fascinated by the different forms of psychotherapy that exist. And then I guess like she just went to the Wikipedia page of the list of psychotherapies and then picked some of the names of different therapies, but she also made these collages. So they're like different digital patterns that she made, and then she she printed them out and then made these physical collages and then rescanned them and laid them out in this book. So just like each of the types of therapy are associated with a collage image, and they're all like abstract images, and they're not really like she didn't really think of like a specific exact meaning of what goes with what, but it was just sort of like an invitation to whoever's reading through to kind of make an association with the different types of therapy. And anyways, if you're interested in seeing this super long list of different types of therapy, you can go to the Wikipedia page. So I'll just show a few more pages. Or if you have a therapist friend, you can buy this zine and send it to them if you want.
Okay, so maybe that gives you a sense of her work or that recent work. I guess maybe that's all I had to say for today. Like I have other zines, but maybe you can just, if you wanted to, you can check out our website. So like we have this Instagram page and Facebook page, and then our website. So it's bndpress.ca. There's 2 D's in BND. Exposine and Louis and everyone else who's put this together. So thanks. Thank you. That's great. Yeah, thanks. See you. We're going to show the website now. Okay. Thanks. Is showing for Exposine will be actually Kayo, which is a zine I started when I turned 50 years old. And I noticed when I turned 50, you know, you always have this idea that when you're young, by the time you turn 50, you're gonna have everything worked out and figured out. And when I turned 50, I realized I still have the same kind of anxiety I had when I was younger. Only this time was like almost multiplied because I had memories of when I was younger. So I did the zine character called Kayo. Kayo came about more because my sister, when she was born, could not pronounce my name properly. So she kept calling me Kayo instead of Claudio. And the zines are just a series of short stories of this character having to deal with middle-age anxieties and insecurities. So in the zine, this is a series of short stories dealing with all various topics, and the character decides to do, after doing all these jobs, he decides to do a comic about his life. So the comic is basically a comic about somebody drawing a comic. And I bring out different characters and dealing with different subjects that, you know, sketching in a cafe, getting nervous about somebody looking over your shoulder. And when that's one of the things I did with the zine, I wanted to have the character talking to the reader, him or herself. So it kind of brings the reader in more into the Kayo's world, and hopefully a bit more relatable that way. And I just wanted to make it very fun and lighthearted, just dealing with
into this age and exploring those emotions and feelings. I think that's the best I can describe it. What about the three different issues? Oh, yes. Four issues done this year? Yeah, I've only been able to do 4 issues of this, mainly because once the pandemic hit, I could not, I have still more stories, but once the pandemic hit, I wasn't quite sure how to get them out there anymore at this point. So I figure, let me just focus on getting the rest of these issues out there. Poetry. Hello, I'm Lee Kotslidis, the Managing Editor and Community Outreach Program Manager at Vallum Society for Education, Arts and Letters, or just Vallum. For this presentation, I'm going to be very speedy and tell you a bit about who we are and some of our current publications and promotions. But first, I'd like to express how thrilled we are to be part of this year's Expozine. Thanks so much to the organizers for making this possible despite a global pandemic and lockdown. So very briefly, Vallum is a federally incorporated charity founded in 2000 and based in Tiohtià:ke, Montreal. Our mission is to encourage and support poets, writers, and artists at all stages of their career while also enhancing literacy and literary awareness. We accomplish this through the print and digital publishing projects, which include the biannual magazine Vallum Contemporary Poetry and the Vallum Chapbook series, as well as administering an outreach program, Poetry for a Future, which hosts workshops in underserved communities, primarily throughout the city of Montreal. During Expozine this year, we're featuring our latest publications. This fall, we published 18-1 themed Space. This issue includes an interview with poet Paul Muldoon and exciting new poems from Kelly Nora Drucker, Emily Shue, Rob Winger, Aisha Hamid, Richard Sanger, and many more poets, as well as excerpts from the Vallum's Chapbook Award winners, Matthew James Weigel and Joe Newbert, reviews from Bill Newmeyer, and the striking photography of Louis Perrault. So in addition to including poetry content in the magazine, we also feature one artist per issue, usually a photographer. So for this issue, it was Louis Perrault.
We also just released 4 chapbooks. These include the first place winner of the Vallum Chapbook Award, Matthew James Weigel, for his chapbook It Was Treaty, It Was Me. The second place winner of the Vallum Chapbook Award, Joe Newbert, for his manuscript DC Poems. Also published this fall is Paul Muldoon's new chapbook, The Bannisters, and the re-release of Nicole Brossard's chapbook, A Tilt in a Wondering. If you're around, in fact, next week on Wednesday, December 9th at 6:30 p.m. is the official launch of these chapbooks, and all the authors will be there reading from their new books. So we hope you can make it to that event as well. You can find more details about the launch on our website or on our Facebook page. Also available for purchase through our online store are our back issues of Vallum magazine. So some of our themes include surrender, evolution, fear, humor, threshold, speed, lies, and duplicity, which happened to be released the same year Trump was elected President of the United States. Go figure. Memory and loss, and many more. You can also find our chapbook back titles on our website, which includes small poetry collections from, among other authors, Don Mackay, Yusuf Sadi, Banu Kapil, Jan Zwicky, Franz Wright, Benny Howe, John Kinsella, and Thurston Moore. Yes, that is the same Thurston Moore from the band Sonic Youth, for those of you who are old enough to remember that band. Alexi Perry Cox, Tina Karras, and as I mentioned, many other authors are featured in their chapbook collection. And finally, not to be missed, is our holiday giveaway. So it's as simple as subscribing to Vallum, and then your name will be automatically entered into a draw for a grand prize, or tagging a friend on social media for a second prize. So you can find details for the Vallum holiday giveaway on our website as well. So thanks for tuning in. We hope you enjoy perusing all the great books and merchandise at this year's Expozine. Please visit our website to check out all of Vallum's great poets, and perhaps see you next week at the Vallum Chapbook launch. Take care.